Mirane, salam alaikum wa barakatuh. Alors, pendant cette vidéo-là, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter une synthèse qu'on vient de voir. On a dit qu'il y a des relations trophiques dans un écosystème. Voyons voir comment ça s'établit, cette relation entre les animaux et les êtres qui se trouvent dans un tel milieu naturel. Ala barakatillah. Alors, commençons par voir ce texte-là qui parle d'une relation trophique entre deux animaux, le lynx et le lièvre. Donc certains chercheurs ont tenté de dénombrer, savoir le nombre dans une forêt canadienne, Canada, le nombre de lynx et de lièvres qui constituent la seule proie, c'est-à-dire le lièvre est la proie, la seule proie des lynx. Ce sont des animaux carnivores comme des grands chats. La seule proie du lynx. Pour cette raison, ils ont fait référence au registre des compagnies qui achetaient les fourrures, c'est-à-dire la peau de ces animaux, des trappeurs, c'est-à-dire les trappeurs, c'est des chasseurs qui n'ont pas le droit normalement de chasser dans une forêt. Donc c'est illégal. Le document suivant montre les graphes de statistiques, c'est-à-dire le nombre en fonction des années. Voilà l'animal avec sa proie. Et voilà les fourrures, c'est-à-dire la peau de ces animaux-là. Ils se vendent pour faire des montants très chers. Alors, voilà le nombre. Donc, le nombre, il a été, on a commencé des registres de 1845 jusqu'à 1935. Voilà la courbe qui représente les lièvres, c'est celle-là. Et celle-là, en rouge, c'est la courbe des lynx. Ça, c'est le nombre d'individus. Donc, normalement, si on a un document comme ça, on doit le lire tout entier. Donc, ici, voilà le nombre d'individus par 1000. C'est par exemple ici 160 000 en fonction des années, en fonction du temps. Donc, la première question demande comment varie le nombre des individus lynx en fonction du temps par rapport aux individus des lièvres. Donc, commençons par celle-là, voilà. Donc, si on va suivre les courbes ici, voilà. Augmentation, diminution, jusqu'à la fin. Aussi, même chose pour les lynx. Augmentation, diminution jusqu'à 1935, sans qu'il y ait une distinction totale. Il n'y a pas de zéro ici. Alors, augmente et diminue. Voilà une seule portion pendant cette période-là, voilà, l'augmentation, lorsque le nombre de lièvres augmente, le nombre de lynx augmente, le nombre de lièvres augmente, il diminue, les deux en même temps. Bon, comment expliquer la relation qui existe entre les variations de ces animaux? Alors, l'explication de la manière suivante, donc ces variations par la relation trophique qui relie le lynx et le lièvre. Lorsque le nombre de proies, les lièvres augmente, celui des prédateurs augmente parce que ces lièvres, ces lynx, ils ont trouvé la nourriture, ils vont se développer, se multiplier. Aussi, ce qui percutera, il a un effet sur le nombre des lièvres qui diminue. Si le nombre de lynx augmente, ils vont manger les lièvres, donc leur nombre va diminuer. Si le nombre de lièvres va diminuer, les prédateurs ne vont pas trouver de la nourriture, leur nombre va diminuer, et c'est une occasion pour les lièvres d'augmenter une deuxième fois, et ainsi de suite, sans qu'il y ait une distinction totale de l'un de ces animaux. Deuxième texte, la loutre, celle-là, c'est un animal prédateur qui mange des poissons ici, est un mammifère qui vit dans les rivières et se nourrit de poissons, faisant ainsi concurrence aux pêcheurs, c'est-à-dire que lorsqu'ils mangent beaucoup de poissons, les pêcheurs ne vont pas trouver les poissons pour les pêcher. Alors, ce qui entraîne les entreprises de pêche polonaise ont demandé de supprimer cet animal parce qu'il est un concurrent. Cela a été fait, ils ont éliminé cet animal-là, mais le résultat était l'opposé de ce qui était vécu. Le nombre de poissons a diminué de manière significative en raison de la maladie parasitaire qui a affaibli les poissons avant leur élimination. En cas de maladie, le poisson est lentement déplacé et tant que la loutre chasse à l'affût, le poisson est facilement capturé. Donc celui-là, il a un rôle dans normalement la diminution du nombre de poissons malades parce que c'est une maladie contagieuse. Alors aujourd'hui, les mêmes entreprises, bon, les conséquences, il y a une diminution. Donc cette diminution, non, il a poussé les mêmes entreprises, de réintroduire la loutre dans les rivières de Pologne.
Troisième texte, pour accroître les rendements agricoles, les agriculteurs ont recours à une utilisation excessive de produits chimiques pour éliminer par exemple ces chenilles-là, notamment du DDT pour détruire les parasites animaux et végétaux qui attaquent les plantes, mais les conséquences peuvent être graves, comme le montre l'exemple suivant. Le DDT était répandu sur une zone béante ouverte qui endommageait les pins et le nombre de poissons vivant dans le cours d'eau adjacent à cette forêt. Comment ça? Alors le courant transporte le DDT qui a été pulvérisé sur la plante, qui contenait ces chenilles-là, alors à travers le sol vers les cours d'eau. Les rivières et les oueds déplacent les insectes et les larves qui alimentaient les poissons, mais la chenille a pu résister facilement à ce produit. Mais on utilise ce produit-là, les chenilles vont résister et se multiplier très rapidement et détruire un grand nombre de pins. Alors voilà les chenilles. Ça, c'est une chenille qu'on peut trouver dans l'arbre de pin. Alors, question demandée, pourquoi le nombre de poissons a diminué dans les cours d'eau adjacents? Bien sûr, c'est à cause du DDT. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de l'utilisation du DDT pour détruire la chenille? Est-ce que c'est une bonne manière? Mais bien sûr que non. Donc, l'utilisation du DDT n'a pas d'effet sur les chenilles. Au contraire, il a provoqué la prolifération, la multiplication des chenilles. Et sont devenues résistantes au DDT. Même si on utilise le DDT, ils ne vont pas mourir. Alors, on vous demande de proposer une solution. Le DDT n'a pas d'effet, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'une des solutions proposées, ce qu'on appelle la lutte biologique, introduire un animal qui se nourrit des chenilles. Alors, ce qu'on appelle la notion d'équilibre naturel, donc le nombre d'êtres vivants change continuellement dans un milieu naturel à cause des relations trophiques entre eux, mais sans qu'il y ait extinction des espèces totalement. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle d'un équilibre de ce milieu entre les différents êtres qui se trouvent, sans qu'il y ait l'introduction de l'homme qu'on a vu dans les textes, les textes auparavant. Alors, autre exemple, la canne à sucre est considérée comme l'une des cultures les plus importantes dans le domaine économique, car il y a possibilité de les raffiner en différentes formes de sucre. Des techniques ont vu la nécessité, ou bien des techniciens, je m'excuse, ont vu la nécessité d'introduire la mangouste. Pourquoi? Dans les champs de la canne à sucre pour mettre fin à la prolifération, la multiplication des rats. Alors les rats, pourquoi? Parce qu'ils causent de sévères pertes des récoltes. Les rats mangent les cannes à sucre. Alors la poursuite, bien sûr, de l'évolution du nombre de certains animaux du champ après l'introduction de la mangouste a permis la collecte, le rassemblement des données suivantes. Voilà la mangouste et voilà un champ de canne à sucre et les rats mangent ça. Donc on a introduit la mangouste pour éliminer cet animal parce qu'il cause de graves dégâts pour la canne à sucre. Voilà les résultats obtenus après l'introduction de cet animal. Alors les animaux qui se trouvent dans cette prairie, dans cette forêt qui contient plutôt la canne à sucre, dans ces champs-là, les oiseaux, les rats, les insectes, la mangouste. Pour les oiseaux et les rats, il y a une diminution intensive. Les insectes, une augmentation, ainsi que la mangouste, une augmentation. Alors, pourquoi il y a cette diminution, cette augmentation des insectes et des mangoustes? Alors, on vous demande de préciser la relation qui peut s'établir entre la mangouste d'une part et les rats et les oiseaux d'autre part. Pourquoi l'introduction de cet animal-là a provoqué la diminution et l'augmentation des insectes? Alors, bien sûr que, deuxième question, comment expliquer la variation du nombre des insectes? Alors, la mangouste chasse les oiseaux et les rats. La mangouste, il chasse les oiseaux et les rats. Les rats et les oiseaux, ils mangent les insectes. Donc, lorsqu'il n'y a pas de prédateurs qui vont manger les insectes, ce sont les insectes qui vont proliférer, c'est-à-dire ils vont augmenter. Leur nombre va augmenter. Donc, le nombre d'insectes augmente car il n'y a pas de prédateurs. Alors, cela entraîne quoi? Un déséquilibre naturel. Donc, l'introduction de la mangouste dans les champs de la canne à sucre a entraîné une baisse très importante des rats et des oiseaux et une forte augmentation d'insectes qui ont causé de graves dommages. Au lieu de protéger ces cannes à sucre, on a
provoquer la prolifération des insectes qui vont manger la canne à sucre en consommant la canne à sucre. Alors, c'est ça l'influence de l'homme sur les équilibres naturels. Donc, introduire ou supprimer un animal des milieux naturels, il a un effet négatif sur l'équilibre naturel. Alors, vous demandez de citer d'autres effets de l'homme sur les équilibres naturels. Alors, il y en a plusieurs. Ça, c'est le surpâturage. Voilà. Ici, la déforestation. Il y a aussi les inondations, les guerres, la chasse, les armes nucléaires, le réchauffement climatique, et tout ça, ce sont des causes qui provoquent un déséquilibre sur la pollution industrielle. Merci de votre attention. Toujours comme d'habitude, je vais vous laisser avec cette citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit que nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Ça veut dire qu'il faut protéger l'environnement pour l'emprunter à nos enfants. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention.